Bonjour à tous, amis de la RH. Je reçois aujourd'hui une femme internationale, pour bientôt, puisqu'elle va partir à Singapour prochainement. Une femme également du learning et plus particulièrement la distribution. J'ai nommé Marilyn Bory. Bonjour Marilyn. Bonjour. Alors Marilyn, tu es Global People Development Director chez L'Oréal, je le disais tout à l'heure, et tu es du monde du learning. Alors avant de parcourir ton parcours, parce qu'il est assez impressionnant, tu as été aussi bien dans le conseil, dans l'industrie pharma, avant d'arriver, je le disais tout à l'heure, chez L'Oréal, j'aimerais qu'on revienne un peu au tout début et à ton enfance. Ouh. Eh oui, c'était il y a longtemps, mais pas si longtemps. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite ? Quand j'étais petite, je voulais être trapéziste. Attends, c'est super original. On ne l'a jamais faite là encore. Faut que tu m'expliques pourquoi. Alors, j'étais pas sportive du tout, mais j'étais fascinée par la grâce et la liberté et des gens qui se mouvaient comme ça dans les airs. Je pense que c'est aussi... c'est peut-être lié à ma personnalité. J'étais très rêveuse. J'étais fascinée par les livres. Donc, ça correspondait aussi à ce caractère-là, je pense. Voilà. Et tu n'as manifestement pas poursuivi dans cette voie. Mais t'as gardé un lien avec une discipline un peu sportive phare ou Non, j'ai pas continué. Enfin, j'ai même pas démarré, mais par contre, cette capacité à rêver, je pense que c'est quelque chose de très fondamental chez moi. Et justement, quel type d'élève t'étais ? Est-ce que t'étais plutôt justement rêveuse près de la fenêtre, premier rang ou près du radiateur ? J'étais rêveuse près de la fenêtre. Ah. C'était quoi tes matières préférées en cours J'adorais le français. Alors, j'ai commencé à lire toute petite, à 4 ans, et j'étais fascinée par les livres. Je me souviens, ma mère me retrouvait souvent enfermée dans les toilettes avec un bouquin pour être tranquille. Elle était obligée de me piquer mes livres pour que je sorte jouer dehors. Donc, ça a été vraiment pour moi, c'était un vecteur de découverte et d'évasion, en fait. Et du coup, quel était ton rapport à l'école ? C'était un endroit que tu aimais ? C'était un endroit où je m'ennuyais en fait beaucoup, et souvent je faisais autre chose. Donc et c'est que très tard en fait dans mes études supérieures que je me suis vraiment sentie stimulée intellectuellement par l'école. Il y a que les cours de français qui me passionnaient en fait. Est-ce que tu étais du style à te dire bon, on passe au chapitre suivant, là ça va trop lentement ? Ouais, exactement. Ah ouais, oui, donc plutôt bonne élève, quoi. Ouais, j'étais bonne élève. Ça allait. Je suis passée chaque année. Bon, j'étais bonne élève. Et à l'adolescence, comme tout le monde, j'ai commencé à m'intéresser plus à ce qui se passait en dehors de l'école et bien sûr. Les rencontres et les relations. Mais c'est vrai que jusqu'à 15 ans, j'étais hyper introvertie dans mon monde et dans les livres. Et est-ce que tu savais ce que tu voulais faire plus tard, ou tu avais des exemples familiaux qui t'inspiraient ou dans ton environnement ? Tu t'étais dit Quand j'étais au lycée, alors là, je me souviens, j'hésitais beaucoup entre faire du droit et faire de la psychiatrie. Donc j'avais envie de faire médecine. Et finalement, c'est une autre impulsion qui a gagné. Je suis partie en Hippocagne-Cagne, alors que j'avais fait un bac scientifique et des maths. Donc, et je me souviens que j'aimais bien les matières théoriques. Donc cette séparation littéraire scientifique, elle me parlait pas du tout. J'étais hyper bonne en maths, j'étais hyper bonne en philo, en français. J'étais moins bonne en histoire géo, en physique. Donc le fait de théoriser, de conceptualiser, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et j'observe le monde beaucoup. J'adore voyager, faire des théories, discuter avec les gens, m'apercevoir que je me suis trompée, en refaire d'autres. Donc et voilà. Donc pas forcément, tu vois, un métier en tête, mais plutôt finalement des grands domaines dans lesquels tu puisses de l'intérêt. Voilà. Et du coup, tu vas aller à l'université, tu vas du coup enchaîner aussi avec le CELSA. Ouais. Très belle école de com. Et assez naturellement, tu vas arriver sur ta première expérience qui est liée au RH quand même. Oui, alors en fait, quand le CELSA, ça a été vraiment un moment incroyable. Je pense que pour la première fois, j'étais dans une école qui me correspondait tout à fait. On avait énormément de matières différentes et j'ai découvert, je voulais pas du tout faire des RH au début, je voulais faire du planning stratégique dans la pub. Et puis, j'ai découvert la sociologie des organisations et j'ai trouvé cette théorisation des rapports humains, du système, fascinante et très, très juste par rapport à ce que j'avais observé dans mes stages. Et du coup, je suis partie dans ce DESS qui était diagnostic social et management des organisations.
Donc c'était en me disant, je vais faire de la conduite du changement. Parce que j'avais fait un stage chez Accenture et j'avais trouvé que c'était fascinant la façon dont on accompagnait les transformations. Et je me suis dit, avant de faire ça, il faut vraiment que je découvre vraiment de près la grande entreprise. Et je suis partie en RH chez Unilever. Et c'est là, et donc Unilever, c'est vraiment la super école. Ouais. Tout le monde en parle comme étant vraiment l'école de à la fois marketing. Et en fait, c'était, je suis pas toute jeune, donc c'était il y a une grosse vingtaine d'années. On est très jeunes. Mais déjà, à l'époque, ils étaient très, très matures sur la façon dont on organise la gestion des ressources humaines. Ils avaient déjà des centres de services partagés, des centres d'excellence, d'expertise et des HRBP. Alors, il y a 20 ans, c'était, je pense, les seuls à faire ça. Ils avaient des référentiels de compétences. Enfin, tout était très structuré. Et ça a été très intéressant. Mais le job en lui-même, je le trouvais routinier. J'ai pas trouvé de sens. Mmh. Et en sortant de là, du coup, au bout d'1 an et demi, j'ai arrêté. Et là, j'étais vraiment, c'était une crise personnelle en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? T'avais Et quel âge à ce moment-là? j'avais 23, 24 ans. Et en fait, au hasard d'une rencontre, je suis rentrée dans une association d'entreprises qui travaillait sur la RSE. Et ma boss à l'époque était Alexandra Palt, qui a été la directrice de la sustainability chez L'Oréal jusqu'à il y a très peu de temps, qui est un leader extrêmement inspirant. Quand j'ai vu cette femme habitée par ses idéaux, qui arrivait à faire bouger des sujets aussi difficiles à la force de ses convictions, ça m'a... je me souviens, c'est un moment où je me levais le matin en me disant on change le monde pour le meilleur, on aide tous ces gens qui ont fait des études, qui n'arrivent pas à rentrer dans le monde de l'entreprise. Et c'était à un moment où il fallait vraiment prendre son bâton de pèlerin, parce que quand on allait voir les DRH, ils nous disaient tous, mais non, je discrimine pas, c'est illégal. Bien sûr. Et en toute bonne foi. Bien sûr. Bien sûr. Donc, il fallait qu'on leur dise, mais je comprends pas, est-ce que vous avez l'impression que les gens dans votre entreprise sont ceux qu'on voit dans le métro le matin? Et là, souvent, ils avaient un aha moment très authentique de se dire, mais alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Mais c'est intéressant ce que tu racontes, c'est vrai qu'il y a des moments clés un peu de carrière où tu vas avoir des gens, des rôles modèles ou des leaders inspirants qui tout d'un coup vont t'éveiller, vont te donner ce petit déclic. Ouais. Les carrières sont rarement juste complètement linéaires, c'est aussi des rencontres telles que tu l'as décrit. Et c'est quelqu'un qui m'a encouragée à assumer mon idéalisme. Oui, qui n'a pas été cynique en te disant non, arrête c'est de rêver. quelqu'un qui est vraiment habité par des idéaux, qui n'y renonce pas et qui en même temps arrive à faire à avancer les choses sans transiger beaucoup, mais elle a vraiment une force motrice incroyable. Et je me suis dit, c'est ça qui doit m'habiter aussi. Et du coup, là, tu vas enchaîner, donc tu as plusieurs expériences, donc tu as chez Caristem, du coup chez Sanofi, où tu passes également, qui est une très belle entreprise, industrie pharma. Ensuite, chez Heidrick Consulting, tu refais un saut de nouveau entre consulting, client. En fait, il y a eu des oscillations, mais après ce monde de l'association, j'avais besoin d'un peu... En fait, j'avais besoin de plus de structure et d'apprendre. Je sentais qu'en termes de méthode, etc., on n'était pas outillés à la hauteur de notre sujet. Donc, je suis partie dans le conseil. J'ai appris énormément de choses. J'ai beaucoup travaillé en conduite du changement sur des transformations. Et je me souviendrai toujours d'une conversation avec mon partenaire à l'époque. Et je me suis dit, mais regarde, on met en place toute l'organisation, les process qu'il faut, etc. Et pourtant, ça n'avance pas. Dans les faits, les gens ne bougent pas. Et il me dit, mais en fait, c'est parce qu'on leur a pas bien fixé leurs objectifs. Et je lui dis, mais écoute, je serais d'accord avec toi si c'était des robots et qu'il s'agissait de les programmer. Mais là, on sent bien qu'il y a autre chose qui se passe. Donc, il y avait un facteur humain qui nous résistait un petit peu. Et c'est quelque chose que j'ai continué à travailler dans toutes les missions jusqu'à ce que j'arrive chez Sanofi. Et là, chez Sanofi, mon manager travaillait sur la transformation avec des coachs. Et donc, lui, il travaillait beaucoup sur qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui fait qu'elles n'y vont pas, qu'est-ce qui va changer pour elles. Il travaillait aussi beaucoup sur le collectif projet où il y avait beaucoup de tensions pour qu'on se comprenne mieux, qu'on coopère mieux. Et du coup, quand j'ai eu cette opportunité d'aller derrière chez Heidrick faire du conseil en leadership et toucher tout ce facteur humain en profondeur, moi qui n'avais jamais fait de psycho,
Ça m'a ouvert là-dessus. Je me suis formée en tant que coach de dirigeants, Tu t'es d'équipe. formée en tant que coach Ouais, également? chez Heidrick. Génial. Ça a été une énorme découverte. J'ai dû désapprendre beaucoup plus de choses que j'en ai apprises parce que consultant, coach, c'est Ouais, l'inverse. exactement. Comment est-ce que parce que tu dis, c'est vraiment deux postures très différentes. Consultant, tu vas faire des recommandations, t'analyses, fais des recos, et coach. C'est quoi les deux différences entre ces univers, et t'arrives à pas t'emmêler les pinceaux entre ces deux rôles? C'est une espèce de tension permanente que j'ai toujours dans mon job actuel, parce que quand tu es consultant, ou là chez L'Oréal, où je suis perçue comme experte de mes sujets, les gens viennent vers moi pour avoir des réponses, ou pour avoir un cadrage et du frame et une structure sur la façon d'aborder les challenges RH. Et c'est très difficile pour moi de pas donner une réponse. Quand tu me poses une question, j'ai tendance à apporter une réponse. La sachante qui vient apporter Le coach, tu lui poses une question et il te renvoie une autre question qui va te faire il te fait accoucher de quelque chose, c'est ça. Donc, et puis, il faut ce que ça m'a appris, c'est il faut faire un leap of faith quand tu es dans une situation de coaching, un saut de... il faut avoir foi dans la personne, en fait, pour que le coaching marche. C'est-à-dire que il faut avoir une confiance absolument inconditionnelle en ton coaché et dans le fait qu'il va trouver ses propres réponses. Et donc, il y a une espèce de préparation mentale que je fais avant chaque coaching. Est-ce que tu continues encore aujourd'hui le coaching? Oui, ça m'arrive encore de façon très, très ponctuelle, en pro bono ou des choses comme ça. Et c'est vrai que le fait de laisser la personne trouver ses réponses, à chaque fois, j'ai eu des surprises absolument merveilleuses, en passant de « mais c'est absolument évident, voilà la solution, faut pas que je lui dise » à « incroyable, il a trouvé sa solution, j'y aurais jamais pensé, ça va marcher parce que c'est la sienne ». Donc, et est-ce que tu vois, dans le monde startup, il commence à avoir un tabou qui tombe, et on se découvre qu'il y a de plus en plus de founders, de CEO qui sont coachés, et qui en parlent maintenant ouvertement. Mais est-ce que en entreprise, c'est quelque chose qui est accepté, bien vu, de dire ok, je suis coaché? Comment tu vois, toi, c'est très intéressant, parce que j'ai fait du coaching d'un dirigeant de start-up pro bono pour un fonds. Alors, c'est fascinant de coacher un dirigeant de start-up, parce qu'il se passe dans une start-up en 6 mois ce qui se passe dans une entreprise normale en 6 ans. On ne va pas tout dire, mais c'est oui. Donc, il y a énormément. Et en plus, souvent, les gens se retrouvent dirigeants de start-up. Avant, ils ont travaillé dans des fonds, ou ils ont des parcours complètement différents. Et ils n'ont pas été formés en management. Donc, toutes les problématiques humaines aussi, parfois, ils découvrent ça. Ils sont bombardés. Au fur et à mesure que l'entreprise grandit. Avec donc, parfois des pots cassés. Ouais, et ça fait partie du processus d'apprentissage aussi. Et du coup, avoir ce sparring partner dans une situation où on se sent souvent très seul quand on est dirigeant de start-up, c'est extrêmement bénéfique. Donc, avoir des fonds qui proposent ça, je trouve ça absolument génial. Et ensuite, le coaching dans les entreprises, effectivement, alors je me souviens, il y a chez Unilever, il y a 20 ans, il y avait du coaching. On essayait on dit fix the person en anglais, donc on essayait de réparer la personne. C'est fort comme mot. Ouais. Voilà, c'est du coaching, un peu de remédiation parce qu'il y a un problème. Aujourd'hui, le coaching, ça a beaucoup évolué, la perception du coaching a évolué. On le voit vraiment comme un investissement dans la personne. Et ce que je parlais, cette confiance dans le fait que la personne a les ressources à l'intérieur d'elle-même pour réussir, c'est aussi quelque chose qui est très très fort dans la culture de mon entreprise actuelle, mais aussi de certaines autres, et qui permet de mettre en place du coaching. Donc, nous, on a beaucoup de coaching chez L'Oréal. C'est pas du tout vu comme si je suis coachée, c'est que j'ai un problème. Très bien. C'est un cadeau qu'on fait à nos collaborateurs. Il s'est organisé comment, ce coaching? C'est tout le monde, ou c'est sous demande? Alors, donc c'est chez moi qu'on pose le frame du coaching, justement. Donc, on met en place des règles et des conditions absolument drastiques en matière d'éthique
Tu veux dire, par exemple, parce que le coach, il est il est payé par une entreprise, il est au service d'une personne. Il faut que la confidentialité soit absolument totale. On fait attention à ce que des coachs ne se mettent pas à coacher tous les membres d'une équipe parce qu'ils auraient trop d'informations et perdraient leur neutralité. On fait très attention à ce que le coach ne remplace pas le manager. Donc, il y a des réunions tripartites en amont et en aval des coachings entre le coaché. Oui, dis donc, c'est bordé, là. C'est hyper bordé parce que, comme tout instrument extrêmement puissant, ça peut être aussi dangereux. Donc, tous nos coachs, ils sont rencontrés par plusieurs personnes accréditées pour être sûr que c'est des gens qui soient vraiment en sécurité avec eux-mêmes, très, très nets et congruents, qui aient on appelle ça la sécurité ontologique chez le coach, c'est important parce que sinon on peut pas coacher sereinement. On fait attention que le cadre soit bien posé pour qu'il y ait une psychological safety pour le coacher et qu'il puisse tirer le meilleur de ça. Donc ça peut être, souvent c'est prescrit par un RH qui a vu soit un potentiel inexploité, soit qu'une personne est se retrouvée dans des situations très complexes et a besoin d'être accompagnée. Et c'est aussi à la demande. Donc, on a des collaborateurs qui ont vraiment travaillé en profondeur sur leur leadership ou qui ont aussi des problèmes sur lesquels ils veulent travailler, ils veulent avancer plus rapidement, qui nous le demandent. On nous le demande de plus en plus. On a de plus en plus aussi de managers, de dirigeants qui veulent se former aux outils de coaching pour les utiliser dans leur pratique managériale, même si un manager n'est pas un coach. On n'a pas de coach interne parce que on dit un RH peut pas être jugé parti et n'a pas la neutralité toujours nécessaire, ou peut-être on retrouve la sociologie des organisations, les intérêts de chacun. Là. Et puis, il va être amené à faire la carrière de quelqu'un qui potentiellement il aura coaché. C'est très compliqué de faire abstraction de tout ce qu'on a appris. Donc, on n'a pas de coach interne et on n'a que des coachs externes et on les anime. Ils connaissent très, très bien nos principes de leadership, nos valeurs, comment on opère, notre transformation culturelle. Donc, on les anime régulièrement. On a des référents coaching partout dans l'organisation qui sont souvent des RH ou learning, qui eux-mêmes sont aussi formés aux techniques de coaching, certifiés par la Fédération internationale de coaching. Donc, ils connaissent parfaitement tout le cadre et ils sont aussi garants du cadre avec les coachs. Donc, ça, c'est vraiment une offre qu'on sent que tu as très bien rodée. Et du coup, Marine, je voudrais qu'on s'intéresse un peu plus à ton expérience du coup côté L'Oréal, puisque du coup, maintenant, tu approches bientôt ta 6e année. Tu avais du coup ce bagage intéressant, donc un mix d'expériences conseils qui t'ont donné une grille de lecture, j'imagine une capacité d'analyse, à gérer les cycles du changement, des sauts également chez les clients, tu évoquais tout à l'heure Sanofi. Et comment s'est passé ton saut chez L'Oréal? On est venu te chercher, t'as frappé à la porte? C'est très rigolo parce que j'étais très, très épanouie et j'apprenais énormément de choses chez Heidrick & Struggles. Donc, je ne cherchais pas à partir, mais j'ai une cliente avec qui je m'entendais très bien, qui est partie au BCG, qui m'a dit « Mais est-ce que tu veux pas rejoindre l'équipe ?» et tout. Je lui ai dit « Non, mais en fait, mon karma, là, maintenant, c'est pas de continuer de bouger dans le conseil. La seule chose qui pourrait m'intéresser, c'est d'aller dans une grande entreprise. Parce que quand on est consultant, on est sur des temps différents par rapport à son client. On comprend pas pourquoi les choses n'avancent pas, pourquoi elles sont pas mises en place, on se rend pas toujours compte de ce qui se passe. Et j'avais vraiment envie de passer de l'autre côté du miroir. Et elle m'a dit, écoute, j'ai rencontré plusieurs fois une femme super chez L'Oréal qui s'appelle Sylvie d'Angelzer, il faudrait que tu la rencontres. Elle nous a mis en relation. J'ai rencontré Sylvie et 3 semaines plus tard, j'avais un contrat de travail parce que ça a été un coup de foudre. Un match immédiat, quoi. Immédiat. Et avec elle et ses projets et sa vision, et aussi avec les RH que j'ai rencontrés au moment du recrutement, que j'ai trouvé hyper bienveillants, qui m'ont décodé la culture L'Oréal et où je me suis dit, je m'imagine très très bien dans cet environnement-là. Donc le choix a été fait très rapidement et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivée parce qu'il y avait un projet de transformation où on se demandait comment prendre le sujet du développement de la performance. Et très vite, je me suis sentie à l'aise parce que
Moi, j'aime bien poser de la structure et du cadre, du frame, on appelle ça chez nous. J'aime bien organiser, mais L'Oréal, c'est vraiment une entreprise qui croit peu au process. Entrepreneur un peu dans la Très culture. Ouais. entrepreneurial, très organique. Il y a beaucoup, tout passe par l'humain, tout passe par la relation, par l'envie, le désir de construire quelque chose ensemble. Mais c'est quand même aussi une boîte très exigeante, tu vois. Moi, Ouais, et moi j'aime ça. tu vois, parce que c'est pas, tu sais qu'il y a des boîtes que tu rejoins avec des ambiances un peu plus à la cool, un peu Ouais. plus détendues. L'Oréal, on sait qu'on y va, on y fait ses armes, c'est sport. Il y a C'est quand même très un sport et sacré ça a rythme, été très sport une pour moi. exigence, Ouais. et t'as réussi à basculer comme ça d'un univers à un autre assez facilement. Bah, en fait, j'ai été. Coachée. Pardon? T'as été coachée toi aussi? Non, mais j'allais dire, j'étais très stimulée, en fait. Moi, ma seule anxiété dans la vie, pas du tout anxieuse, mais c'est de m'ennuyer. Ma seule peur, c'est de m'ennuyer. Oui, donc toi, ça t'a épanoui, quoi, Et finalement. je ne me suis jamais ennuyée. Il s'est passé plein de choses pendant ces 5 ans chez L'Oréal, mais jamais je me suis ennuyée. J'ai toujours été hyper stimulée. Les gens sont extrêmement ouverts intellectuellement, donc on a des super conversations. Le facteur humain est hyper important, donc ils sont très exigeants sur le delivery, ce qu'on produit, la qualité de ce qu'on produit, parce qu'il faut que ce soit non seulement intelligent, mais en plus que ce soit beau. Un PowerPoint un peu cracra, Ah ouais, personne ne l'ouvre. il y a un sens de l'esthétique. Donc le fond et la forme sont très importants. Il y a une grande exigence intellectuelle, donc je me fais challenger tout le temps, j'adore ça. Et les gens n'ont pas peur de donner leur avis, de Le challenger, confronter. Il y a il y a une culture de la confrontation au sens positif, c'est-à-dire du débat d'idées, qui est très, très forte. Donc, et du coup, tu vas faire cette première expérience qui est vraiment un job de transformation jusqu'à devenir ensuite People Development Director. Ouais. Tu évoquais du coup une des premières offres que tu avais, celle de coaching notamment. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu as construit ton équipe, comment tu es organisée aujourd'hui? Ouais, donc le people développement chez L'Oréal, c'est tout ce qui contribue à faire grandir les gens et qui est pas de la formation. Donc je le définis un peu par la négative, mais en fait, c'est tous les dispositifs. Donc il y a le coaching, le mentoring, tous nos outils de self-awareness qui permettent de mieux se connaître. Et il y a deux grandes expériences. Je parle plutôt de rituels que de processus, qui sont l'onboarding. On fait très, très attention parce qu'on sait que la culture est tellement spécifique que beaucoup de choses se jouent dans les 6 premiers mois. Donc on a une expérience d'onboarding avec une vingtaine d'étapes, qui dure 6 mois et qui va vraiment aider la personne pour lui donner les clés pour découvrir et décoder notre culture, nos façons, de travailler, notre business, bien sûr, la façon dont on est organisé, parce que c'est une structure matricielle qui est parfois un peu complexe à naviguer. Et puis, bien sûr, il y a plein de formations et d'accompagnement. On a des buddies, des mentors, parce que c'est une culture sociale. Donc, tout se fait dans la relation. Les gens, alors ce process s'appelle ce fit, parce que c'est créer un fit aussi entre la personne et l'entreprise, et c'est Fast Induction Track. Voilà, donc fit, c'est un moment important. Quand on dit j'ai un fit avec quelqu'un, ça veut dire j'ai un meeting dans lequel je vais me présenter, la personne va se raconter aussi, et on va regarder comment on peut coopérer et s'aider mutuellement. Donc les gens qui arrivent chez L'Oréal, en général, ils ont une fit roadmap avec entre 15 et 80 parfois. C'est pas vrai. Parce que pour décoder l'organisation, ça passe par la relation. Voilà. Et les gens prennent le temps. C'est ça qui est merveilleux, c'est que quelqu'un me demande d'avoir un fit, je lui donne du temps pour l'aider à décoder. Donc il y a une espèce de moi je trouve que c'est une culture qui peut parfois sembler individualiste parce que on a des gens qui brillent, des héros, mais c'est une culture qui est aussi beaucoup dans la solidarité et le collectif. Moi, je ressens ça très, très fortement. Et du coup, je suis assez surprise quand tu dis 20 à 80 fit rencontres. En général, tu as les onboarding que j'ai pu voir chez d'autres partenaires. On est plutôt sur, tu vas rencontrer les 3-4 personnes clés.
Là, tu oui, t'étais là, dit, ça va plus là, loin. c'est vraiment. Et c'est des gens qui peuvent être de tout pays, toute BU, toute. Oui, parce que quand tu as un rôle sur un périmètre France, tu vas rencontrer plutôt des Français, mais c'est vraiment tous ceux qui vont être tes partenaires. Et plus tu as un job important, plus tu as un nombre de parties prenantes qui est important, et plus tu vas avoir de meetings. Donc, je pense que les juniors qui rentrent chez nous sur un poste bien identifié, je pense qu'ils vont en avoir une dizaine. Et du coup, je m'arrête un petit peu sur onboarding parce que L'Oréal, c'est quand même une boîte qui continue à faire rêver beaucoup de jeunes qui sortent de grandes écoles. Donc, vous avez un énorme boulot qui est fait en termes de marque employeur, puisque vous êtes tout le temps parmi les boîtes les plus désirées. Mais votre enjeu, c'est pas être un panier percé et vous dire, OK, il faut que ces talents restent dans l'entreprise. Exactement. Donc, ton onboarding est super important. Avec le recul, tu te dis, c'est quoi tes ingrédients clés qui font vraiment que ton onboarding marche bien et tu te dis, OK, c'est ça qui fait que là, on sait que les gens ont compris, on sait qu'ils sont bien. Tu vois 2-3 conseils que tu pourrais me donner? Je pense qu'il y a une ingénierie dans le parcours de formation qui est très bien pensée parce qu'il y a un discovery d'abord du groupe qu'on mélange pas avec le welcome day. Il y a un moment quand tu arrives où c'est le bas de la pyramide de Maslow, c'est ton bureau est prêt, ton ordinateur, on t'explique les process de base pour fonctionner, le L'opérationnel du building, etc. quotidien, Enfin, ça, c'est le welcome day. Après, il y a un discovery qui est en fait une formation générale sur 2 jours où vraiment tu vas comprendre le groupe, le business, comment on opère, comment on est organisé, notre culture, de façon la plus ludique possible. Et puis ensuite, tu vas découvrir ta division. Tu vas avoir ce qu'on appelle des job must, les formations qui t'aident à opérer dans ton métier, qui vont arriver plus tard. Donc le fait de bien organiser cette séquence pour que les gens puissent digérer au bon rythme l'information, orchestrer ça, c'est très important. Et ensuite, je pense que ce qui est clé, c'est la dimension humaine. Ouais, Le fait d'avoir un buddy quand tu arrives, qui est au même niveau que toi, qui va répondre à toutes tes questions, même celles qui te semblent un peu stupides, mais que tu as besoin de poser. Génial. Sans honte, sans gêne. Sans jugement, sans gêne, etc. C'est hyper important. Le fait que quelques mois plus tard, on te donne un mentor qui va t'aider. Lui, il sera dans une position plus élevée. Il va t'aider à décoder. Il sera aussi là quand tu te poseras des questions sur ta carrière plus tard, etc. C'est aussi important. Puis après, tu as tout le collectif qui se met en place, ton équipe qui t'aide. Donc, ton manager, évidemment, le manager a un rôle absolument central dans tout ça. Donc, je pense que cette dimension humaine, elle est très, très importante. Et puis, on a la chance d'avoir un business, un produit qui parle émotionnellement aux collaborateurs. Donc, on t'offre tout de suite des produits quand tu arrives. Et puis, il y a énormément d'animations. Les gens qui arrivent sur notre campus. Le campus, c'est super. On est en prise avec les produits tout le temps parce que dès qu'il y a une innovation qui sort, on est au courant. Il y a des animations, il y a et puis il y a des animations sociales. Là, on a eu des animations le vendredi parce qu'il y a moins de monde qui vient le vendredi et du coup, les équipes se retrouvent moins. Donc, on organise. Il y a eu, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps. Il y avait des batucadas et des cours de salsa un vendredi après-midi parce que on essaye de mettre de la joie aussi, de se retrouver ensemble. Mais ce qu'on a vu après le Covid était hyper intéressant, c'est que les gens sont contents de se retrouver. Oui, quand c'est en plus des moments choisis pour retrouver du lien, on dépérit chez soi tout seul, franchement. Et tu parlais également d'une offre qui m'a attirée. Tu disais une offre self-awareness pour mieux se connaître. Qu'est-ce que c'est ? On a des outils qui permettent de mieux se connaître parce qu'en fait, c'est très difficile de se développer quand tu connais pas ton point de départ, en fait. On a tous des biais, on a ce qu'on sait et ce que les autres savent et dont on n'a pas conscience. Donc le feedback est quelque chose de clé. On a ce qu'on peut découvrir par l'introspection aussi, et là, c'est là que ces outils vont aider. Donc on a des outils qui permettent, on a des selfies en ligne, des petits questionnaires qui peuvent permettre de comprendre comment on se situe par rapport à nos dimensions du potentiel chez L'Oréal. Et ça prend quelle forme, par exemple ? C'est un questionnaire en ligne qui te sort un rapport sur où sont tes forces. Tes points forts, ok. Voilà. Et comment tu te situes.
Et après, on a des guides de développement, on a des ressources de formation derrière. On a la même chose sur notre modèle de leadership pour nos leaders. On a des 360 sur notre modèle de leadership. Et puis, Ça marche bien, les 360? C'est vraiment, du coup... ça marche bien. C'est un très, très bon outil au démarrage d'un coaching. La façon dont... Alors, les 360, c'est très intéressant. Moi, j'en ai débriefé plein en tant que coach dans ma vie d'avant. Donc, il y a toujours un coach qui aide à débriefer parce qu'on peut être un peu secoué. Ce que j'allais dire, c'est très dur. Certaines compagnies disent OK, on y va et on organise juste la culture du feedback, mais vont pas aller jusqu'au 360. Donc, le 360, c'est anonyme. Ouais. Donc, et c'est dur, ça peut être dur. Tu peux nous raconter pour ceux qui ne connaissent pas forcément? Ça peut être dur. C'est pour ça qu'il y a toujours un coach derrière. Et puis surtout, moi, mon message, c'était OK, bon, il y a des écarts entre la façon dont les gens vous voient et la façon dont vous vous voyez. C'est pas un problème. En soi, la question, c'est qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Comment vous voudriez être vu? C'est pas vous, c'est comment on vous voit. Donc, il faut créer cette sécurité quand même, hein, parce que les gens me disent: «C'est pas moi». Bien sûr que non, que c'est pas vous. C'est ce que les gens voient et c'est la question, c'est qu'est-ce que vous avez donné à voir? Qu'est-ce qui a généré ça? Est-ce que ça vous dérange fondamentalement qu'ils vous voient comme ça? Et si oui, qu'est-ce qu'on change, quoi? Donc c'est pour ça que c'est souvent le départ d'un coaching derrière, c'est qu'il faut du temps, il faut expérimenter aussi. Bon, alors je faisais les choses comme ça, j'étais très directif. C'est pas comme ça que j'étais perçue comme très directif. Qu'est-ce qui faisait que j'étais perçue comme très directif alors que moi j'ai l'impression d'être quelqu'un d'hyper ouvert, qui responsabilise. Et souvent les gens dans les commentaires donnent des billes parce qu'ils sont bien intentionnés. Donc il faut aussi que les gens qui remplissent le 360 soient dans les bonnes conditions et qu'ils fassent ça pour faire grandir la personne, hein, pas pour la mettre plus bactère. Mais globalement, chez nous, on est vraiment dans cette volonté de grandir, de se dépasser, de s'améliorer. Donc c'est assez bien compris. Mais c'est vrai qu'on peut voir des choses un peu violentes. Moi, j'ai vu ça, pas chez L'Oréal, mais dans une entreprise avant, avec une femme incroyable qui avait été patronne de la transformation. Et évidemment, dans le comité de direction, ils avaient tous souffert de cette transformation aussi. Donc, oui, il y avait il y avait de la rancœur, ça se sentait. Il y avait un peu de revanche. En lisant le rapport, elle me dit, mais en fait, si j'avais su tout ça et si j'avais vu tout ça, j'aurais fait plein de choses différemment. Et ensuite, on a fait un coaching et elle m'a dit, en 6 mois, j'ai digéré cette expérience difficile. 6 mois quand même. Bah, c'était 6 mois de coaching, mais elle m'a dit, ces 6 mois, ils m'ont aidé à digérer ces 4 ans de transfo et ce climat qui était compliqué et tendu beaucoup plus vite. Et surtout, là, au bout de 6 mois, juste en 6 mois, je sais que si je refaisais le projet maintenant, je le ferais complètement différemment. Et tout le monde peut demander un 360? Comment ça se passe? Oui, tout le monde peut demander un 360. C'est pas l'offre qui est la plus... Oui, je pense que les gens ne courent pas après parce que ça fait peut-être un peu peur, non? Ouais, c'est quand même une prise de risque. C'est extrêmement rare que les gens refusent, par contre, quand on leur propose. Okay. Parce que nos RH savent très, très bien expliquer ce qu'on peut en attendre. Donc, très, très souvent, les gens le demandent. Donc, c'est proposé plutôt par les RH? L'acceptent, je veux dire, ouais. Et parfois, c'est demandé... Alors, on a plein d'outils de self-awareness. On a aussi un outil qui s'appelle la Leadership Survey, qui est plutôt pour le top 3000 et où là, on est dans une évaluation des comportements et de l'adéquation avec notre transformation culturelle, notre programme Simplicity. Et parfois, les gens sont... Alors, et c'est un impact sur le bonus. C'est comment je fais les choses. Donc, c'est très, très factuel, hein. Il y a quelques points de données, c'est très factuel. Et les gens qui reçoivent ces résultats, parfois, ont envie de creuser. Donc, ça arrive qu'ils demandent un 360 derrière ça, en se disant, bon, OK, j'ai été évalué, mais maintenant, je veux vraiment changer certaines choses. Donc, ils creusent avec un 360 ou ils creusent avec ils demandent à avoir un coaching derrière. Ça déclenche aussi ça. Super. Et après, dans les self-awareness tools, on en a un qui est très demandé,
qui est un peu notre produit chouchou et star. Ça s'appelle Clifton Strengths. Et donc ça, c'est aussi un questionnaire en ligne qui permet de découvrir ses forces. Et là, c'est une transformation culturelle pour toute personne, en particulier pour les Français. Parce qu'en France, on a une grande force qui est notre esprit critique. Ah bah, comparé aux US, c'est sûr que là, nous, on est on a un esprit sceptiques. critique qui nous permet d'avoir une intelligence et une liberté de penser que j'apprécie beaucoup. Et je m'en suis aperçue en voyageant. Mais on a tendance à regarder ce qui va pas. On est peut-être un peu moins enthousiaste. On regarde pas ses forces. Donc, je vais partager une anecdote personnelle, mais ma fille, quand elle était en CM1, elle a eu une prof qui venait du système américain et qui, au lieu de compter les fautes dans les dictées, comptait les mots qui étaient bien orthographiés. Ça change tout. Ça change tout. Ma fille, qui était une récalcitrante totale de l'orthographe, a progressé d'une façon incroyable. Bon. Donc, en France, on a vraiment, et les professeurs entourent en rouge ce qui va pas. C'est des systèmes, t'as raison, c'est des systèmes de l'école. C'est des systèmes de l'école, hein. Ça commence ça très tôt. Donc, c'est dans notre culture. Et quand on demande aux gens, et là, c'est pas qu'en France, et si je vous donne une liste de vos forces et une liste de vos faiblesses pour vous développer, qu'est-ce que vous allez regarder en premier? Tout le monde regarde les faiblesses. Et en fait, si on travaille que sur les choses où on est faible, on va devenir moyen. Si on travaille sur ses forces et comment les utiliser au maximum, on va devenir excellent. Et en plus, ça donne beaucoup plus d'énergie. Ça donne la pêche. De travailler avec ses forces que sur ses faiblesses. Donc moi, ce que je leur dis, c'est, ça veut pas dire qu'il faut pas les regarder. Si vous avez une faiblesse qui vous empêche vraiment de performer, qui vous empêche, qui vraiment a un impact dramatique sur vos relations, évidemment qu'il faut corriger. Parce que tu es plutôt de cette école, en général, il y a 2 écoles. On te dit soit tu vas travailler tes points faibles pour être haut niveau, voilà, soit tu vas bosser tes points forts pour être excellé. Et moi, je suis pareil, je suis sur la deuxième école. Hein. Il faut travailler sur ses points forts. Donc, c'est vraiment, ça fait partie maintenant de la doctrine de développement chez L'Oréal. On a déjà 15 000 personnes qui ont... 15 000, super. Et c'est le Clifton Strengths qui ont un rapport complet sur toutes leurs forces, comment les utiliser. On le regarde en équipe pour voir comment les forces de chacun sont complémentaires. On commence à le regarder sur des équipes projets aussi. Donc, ça permet aussi de se rendre compte de ce que chacun peut apporter et ça change le regard sur l'autre. Donc, moi, j'ai une fille ado à qui je l'ai fait faire. C'est vrai. Et des choses qui m'irritaient chez elle, fortement, je me suis dit, mais oui, en fait, évidemment, c'est ses grandes forces, c'est ce qui crée sa résilience. Donc, sont inquiète, maman, je gère, etc. En fait, c'est sa grande force et c'est ce qui va lui permettre de réussir. Un self-assessment à ses enfants, c'est une très bonne idée. C'est très, très... Et en plus, c'est Gallup qui fait ça. Et en plus, ils ont un rapport étudiant qui te montre comment, dans ton école, tu peux utiliser tes forces dans le contexte de l'école. Excellent. Et du coup, Marilyn, j'arrive sur la partie un peu plus perso du podcast parce qu'effectivement, tu disais donc L'Oréal, entreprise extrêmement exigeante, donc j'imagine des journées avec des belles nocturnes, un rythme trépidant. Comment tu fais pour organiser ton équilibre de vie? Tu t'es fixé des plages horaires sans mail? Ou c'était un grand bordel? T'es de quel Déjà, pendant longtemps, j'ai pas fait. Donc, j'ai eu un projet merveilleux à mener pendant les 2 premières années. Et je me suis chargée. Et c'est une entreprise qui te dit jamais non, qui te décourage jamais, qui t'encourage. Donc, j'ai fait, plus. Moi, je suis madame plus. J'ai fait un burn-out. Donc, ta question tombe bien parce que j'en parle de façon hyper ouverte. Il y a besoin de tabou aussi sur ces sujets. Il faut vraiment lever le tabou. Il faut le prendre tôt pour que ça s'installe pas, parce qu'après c'est très difficile de s'en remettre. J'ai eu la chance d'être accompagnée par un coach qui est spécialisé dans le burn-out. J'ai eu la chance que l'entreprise m'attende, m'accompagne, me permettre aussi de... Donc j'ai été arrêtée, puis après je suis revenue quelques mois, j'étais arrêtée 3 mois, je suis revenue 3 mois en mi-temps thérapeutique. Donc ils m'ont laissé le temps de reprendre pied. Parce que c'était une surcharge de travail énorme et tu étais passionnée et tu n'arrivais pas à décrocher. Oui, les choses se sont accumulées. Bon, mais c'est à la fois l'expérience la plus douloureuse, je pense, de ma vie professionnelle et la plus apprenante.
Donc j'ai appris, moi je suis très intellectuelle, donc je suis très dans le travail, pas sportive, donc j'ai appris à écouter mon corps et ce qu'il me disait. J'ai appris à écouter mon intuition aussi quand elle me disait de pas faire certaines choses. Et j'ai appris à aller chercher du soutien dans l'organisation aussi, plus que d'être en mode un peu Je prends warrior, tout, quoi. quoi, ouais. J'avais un sentiment d'invincibilité que j'ai plus du tout. Mais c'est bien parfois. Donc c'est très bien. Ouais. Et je m'adapte à tout et je me suis rendu compte que c'était une force, mais attention parce que à un moment il faut refuser de s'adapter et de se dire bah non là on a atteint ma limite. Stop. Donc je fais plus attention à mon corps et je fais du yoga et je médite un petit peu. Mon cerveau résiste, mais voilà, j'essaye. Je me nourris aussi plus spirituellement. Et puis, c'est ça. Je pense que j'hésite moins à aller chercher du soutien. Et on m'a jamais dit non quand je vais chercher de l'aide. Ouais, c'est souvent ça le pire, c'est qu'au final, quand on demande, on peut avoir une main tendue et on peut. Et les gens sont contents d'aider. Euh, ça te rend plus humain de demander de l'aide aussi et de montrer ta vulnérabilité. Donc, c'est des choses qui sont importantes et qui n'étaient pas du tout ancrées chez moi avant. Complètement. Et tu t'es mis des plages horaires où tu consultes tes mails, où tu débranches Alors, je me rends compte que les périodes où j'arrive à faire le zéro inbox, et j'ai eu des périodes où j'avais 1000 mails non lus. Donc, et ouais, en fait, ces mails non lus, moi, ils me perturbent. Il y a des gens qui arrivent à vivre avec. Mais moi, je me dis, il y a sûrement un truc important que j'ai loupé, j'ai pas toute l'info. Enfin, donc en fait, pour que mon cerveau tourne pas en permanence sur des hypothèses, c'est mieux que j'ouvre mes mails. Donc j'essaye de faire ça. Mais tu vois, c'est bien de se connaître aussi. Ouais. Moi, je trouve que ça, c'est des choses qui viennent avec le temps. Tu te connais, tu sais ce qui va te faire du bien. Ce que certains vont trouver comme, voilà, over, too much. Bah, en fait, quelque part, ça peut aussi, toi, te faire du bien. Exactement. Et te déstresser. Et il faut connaître ces mécaniques, en fait. Et le soir, je pars assez tard. Donc, je pars jamais avant 19h. Ça m'arrive de partir à 20h. Mais j'emmène jamais mon ordi chez moi. Oui, quand t'es chez toi, t'es chez toi. Ouais. Je suis chez moi. J'emmène jamais mon ordi le week-end. Sauf qu'il faut vraiment qu'il y ait l'urgence du siècle. Ouais. Ça doit m'arriver même pas une fois par mois. Ouais. Donc, t'as des zones vraiment de décompression. De décompression. Et du coup, ça m'aide. Je travaille pas en remote aussi. Je vais au bureau tous les jours parce que Ah oui, c'est vrai. quand je travaille de chez moi, j'ai pas de sas. Ouais, je comprends. Donc, je continue quand je travaille de chez moi la journée, je rêve du boulot la nuit. Donc, moi, j'ai besoin de ce sas. J'ai 40 minutes de transport. C'est 40 minutes où je connecte et où je déconnecte, où je fais des exercices de respiration. Et t'as besoin d'avoir un lieu qui est vraiment le lieu où tu te détends et le lieu où tu bosses finalement. Ouais. Même si j'adore aussi être au boulot et que sur ma journée de boulot, j'hésite pas à prendre des pauses avec mes collègues. Mais effectivement. Et puis je vois que les journées où j'ai trop de réunions, ça m'arrive d'avoir des journées dingues où j'ai 10 réunions. Parce que maintenant, avec les réunions d'une demi-heure... oui, ça y va. Tout le monde qui a un slot. Il y en a de partout. Donc, j'essaye de bien me poser la question. Est-ce que je suis utile ou pas? Est-ce que je suis utile ou pas? Tu vois, je suis toujours effarée. Alors, c'est peut-être la maladie des grands groupes, tu vois, en start-up. Il y en a, mais peut-être pas autant. Je me dis, mais tout le monde se pose la question, est-ce que je suis vraiment utile? Et c'est pas grave de ne pas aller à une vie. Tu vois, il y a une forme, parfois, j'ai l'impression de présenter. Il faut y aller, c'est important, il faut se montrer. Exactement. Toi, tu arrives à te dire, non, mais là, ça sert à rien, je passe. Oui, et puis du coup, de poser la question aussi aux gens qui m'ont demandé d'être là, parce que parfois, c'est pour se rassurer. Bah, bien sûr. Alors qu'ils n'ont pas besoin de moi. Avoir une caution, bien sûr. Voilà, ils peuvent prendre les décisions. Donc, mais c'est vrai que comme on valorise beaucoup l'intelligence collective chez L'Oréal, on a tendance assez vite à faire des réunions pour avoir du brainstorming ensemble. Et parfois, c'est hyper utile. Donc, pour craquer des sujets complexes qui sont dans la matrice, entre les fonctions, les zones, etc., on gagne du temps en mettant tout le monde autour de la table plutôt que de faire des allers-retours. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Et ça montre que ton temps aussi est précieux et que
tu vois. Donc réguler les réunions, c'est quelque chose d'important. En fait, là, en ce moment, on a un programme culturel et ça montre qu'ils sont sur les bons sujets, mais on dit il faut make time for what matters aussi et prioriser. Et c'est très, très difficile de dire non. En fait, la question de la priorisation, c'est mon manager qui me disait, mais en fait, la question, c'est aussi qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on ne fait plus. Et cette question-là, elle est difficile parce que sinon, on empile et on peut pas prioriser avec plein de choses qui se sont empilées. Donc, il y a une réduction de volume qui est difficile parce qu'on est tellement engagé, on a tellement envie de faire bouger les choses, on a tellement envie de tout faire que parfois, c'est un déchirement de priorité. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et sur une touche un peu plus culture, est-ce que tu as un bouquin, une expo, un film ou une série que tu nous recommandes un petit peu, qui est un coup de cœur récent, ou pas récent d'ailleurs, qui date d'un bail? Je me dis, non mais ça, faut l'avoir vu. Je pense qu'il y a... Moi, il y a un livre Mindset de Carol Dweck qui parle du growth mindset, qui est aussi un des principes qu'on a essayé de mettre en place, qui a été hyper important pour moi. C'est elle qui avait fait le livre, elle a fait aussi Learn to Learn, je sais plus. Mais oui, c'est une papesse du learning. Hein. Ouais. Mais d'accord, ok. Et en fait, elle était prof, je sais jamais si c'était Stanford ou Harvard, mais elle a étudié, elle a fait des études très longues pour regarder parmi ses étudiants lesquels réussissaient le mieux, étaient le plus épanouis dans leur vie après, et qu'est-ce qu'ils avaient de différent. Et elle s'est aperçue que c'était pas du tout une question de QI ou même de capacité de travail ou de naissance et d'avoir le bon network avec papa, maman ou des choses comme ça. Elle s'est aperçue que c'était une question de mindset. Et alors, je vais caricaturer un peu, mais globalement, il y a des gens, il y a un mindset qui est de se dire que l'intelligence et le talent, c'est fixe. C'est des cartes qu'on a. Et un autre qui est de dire, en fait, l'intelligence, le talent, ça se développe. Il faut mettre en place les bonnes stratégies d'apprentissage. Il faut de l'effort pour ça et de l'intentionnalité. Et ceux qui pensent que c'est fixe, vont tendance à ne pas oser se mettre face à des obstacles ou des challenges parce que si ils se plantent, ça veut dire qu'ils sont pas intelligents. Ouais. Et comme c'est fixe, c'est dramatique parce que c'est à vie. Ils vont avoir tendance à pas donner de feedback parce que ça sert à rien puisque globalement, il est intelligent, il est pas intelligent, je lui donne du feedback, je lui donne pas de feedback, c'est pareil. Ils vont avoir tendance à considérer le succès des autres comme une menace parce que ça montre qu'ils sont plus intelligents que moi. Et elle a fait une étude super intéressante sur ses étudiants. Elle leur a dit vous avez eu 15. Est-ce que vous préférez voir la copie de quelqu'un qui a une meilleure note que vous, une moins bonne note que vous? Et ceux qui étaient vraiment dans le growth mindset demandaient quasiment tous à voir la copie d'un élève meilleur, tandis que les autres, il y avait une beaucoup plus grosse proportion qui demandaient à avoir la copie d'un élève moins bon pour se rassurer sur eux-mêmes. Et ça a été un déclic parce que je me suis dit, en fait, j'ai eu du fixed mindset sur du fixed mindset. Je me suis dit, je suis fixed mindset, comment je vais faire? Et en fait, c'est facile de shifter à partir du moment où on en a conscience. Et c'est pareil, je vais raconter encore une anecdote, mais c'est mon autre fille, mais je vais voir un prof, son prof de maths. Elle a eu des bonnes notes, mais elle adorait ça, elle voulait être encore meilleure. Donc, et je me demandais comment l'aider. Je vais voir le prof, premier truc qu'il me dit, oui, Alice est assez intelligente, hein. Et je dis, j'en suis ravie, mais en fait, je suis pas là pour ça. Je veux vraiment comprendre comment on peut la stimuler, comment on peut l'encourager, comment on peut aller plus loin. Donc, il s'était pas posé la question. Il était juste là, ça cochait les cases. Ouais. Donc, très fixe mindset. Donc, c'est intéressant parce que là encore, l'école... te met aussi limite dans... Voilà, nous met de moins en moins, mais des étiquettes de cancre, etc. Quand on pense aux enfants qui avaient un bonnet d'âne, c'est pas notre génération. Il n'y a pas si longtemps. Hein. Il n'y a pas si longtemps. Ouais. Je me suis dit, mais comment on sort de ça, en fait? Comment on peut avoir un gros mindset après avoir vécu des expériences pareilles? Donc, et ce gros mindset, de regarder tous nos process d'une façon différente aussi, ça a été fondateur. Parce qu'on s'est dit, mais le potentiel, en fait...
Le potentiel, ça se développe. Le sujet, c'est pas de savoir qui a du potentiel, qui n'a pas de potentiel. C'est se dire comment chacun va pouvoir développer son potentiel. C'est une vision super optimiste, moi, je trouve aussi, des gens. Exactement. Tu vois. Ouais. Mais qui est pas naturelle, parce que on nous a pas appris à voir comme ça. on nous a pas appris à voir comme ça. Il y a les bons, les moins bons. Ouais, et puis ceux qui font, on a le mythe d'une personne qui serait naturellement brillante. Génétique, innée. Ça n'existe pas. Il y a du boulot. Donc, et que les gens qui font beaucoup d'efforts pour apprendre seraient besogneux. Ouais. Voilà. Donc il y a encore des choses, des croyances qui sont ancrées comme ça qu'il faut déconstruire. Et puis quand on a regardé notre processus de gestion de la performance, pareil, on s'est dit qu'on est quand même vachement dans l'évaluation là. On met des notes. Je me suis fait vachement challenger par nos collaborateurs quand j'étais faire des expérimentations dans les pays en disant moi j'ai pas envie d'être à nouveau à l'école, hein. J'ai pas envie qu'on me mette des notes. Donc se dire comment on regarde la performance avec un gros mindset pour en faire un sujet de développement et pas se focaliser sur l'évaluation, mais derrière que les objectifs de développement comptent autant que les objectifs de performance dans nos conversations, que ces conversations soient centrées sur la personne, centrées sur ses forces, qu'elles soient meaningful, qu'on parte de là, qu'on donne l'envie de se développer avec intention. Donc ça a été un énorme projet qu'on appelait Meaningful Conversations, qui est devenu un rituel. On avait parlé à Learning Tech. Hein, exactement. Donc c'est devenu un rituel. On était très contents parce qu'au bout de la première année, on avait déjà 50% des gens qui avaient mis ça en place de façon régulière. La deuxième année, 60%. On sait que ça va être encore mieux là parce que les usines ont adopté le truc aussi. Donc ça commence à diffuser partout dans l'organisation. Et si on arrive à faire ces conversations centrées sur la personne, pas centrées sur des tâches, pas centrées sur des notes, on va aller encore plus loin. Et là, on est en train de rajouter les skills parce qu'on a passé 2 ans à faire tout notre référentiel de skills totalement transversal, hyper simple. Et on va demander aux gens de déclarer leurs skills. Donc, on leur fait confiance pour s'évaluer, pour être self-aware, pour en parler avec leur manager, pour récupérer du feedback et déclarer de quoi ils sont capables. Donc, on continue en fait dans... moi, je suis très système, donc pour moi, tout doit être cohérent. Mais on continue dans cette vision humaniste. On fait confiance à la personne, on lui donne les clés, on lui donne toutes les ressources pour qu'elle se comprenne et qu'elle grandisse, et on lui fait confiance pour le faire et on l'accompagne là-dedans avec bienveillance. C'est beau. Marine, on te sent passionnée là, on s'est envolé sur cette fin de podcast. Merci beaucoup pour ton témoignage. On a voyagé entre Carol Dweck, le coaching, super intéressant ton approche, moi je trouve très décomplexée et positive. Les outils de self-awareness, je suis super impressionnée. Je trouve qu'on pousse souvent des formations, tu vois, sans forcément donner du sens. Et je trouve qu'avoir en amont cette brique un peu d'autodécouverte, je trouve que c'est super intéressant. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et moi, je te remercie. À très bientôt. À bientôt.